suis Maureen, votre professeure de français DigiSchool. Aujourd'hui, nous allons faire un live de révision du français pour l'épreuve de brevet de demain. Comment va fonctionner ce live? J'ai pas de slide, je vais rien écrire a priori, sauf si on a besoin d'exemples. Mais vous allez en fait poser vos questions, on va me les dire et moi je vais y répondre. Donc je pense que vous étiez déjà bien prêts avant et qu'on a déjà des questions. Donc on commence déjà. On peut commencer. Alors, on nous demande qu'est-ce que c'est que l'accord du participe passé, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux faire un petit rappel? Qu'est-ce que c'est que l'accord du participe passé? Oui, super. Du coup, le participe passé, déjà, qu'est-ce que c'est? Vous savez que quand vous avez un temps composé, il est composé d'un auxiliaire être ou avoir et puis d'un autre mot qui est le participe passé. Le participe passé, c'est pas compliqué parce qu'il souvent, il sera pas très irrégulier. Néanmoins, des fois, il va falloir l'accorder ou pas. Et la question est, on l'accorde avec quoi? Vous avez vu quand vous étiez petit que quand on a un auxiliaire avoir, on ne va pas accorder le participe passé. On vous a dit ça tout le temps. Et puis d'un coup, vous êtes arrivé peut-être en 6e, 5e, et on vous a dit, ben si, en fait, le participe passé, même avec l'auxiliaire avoir, il faut l'accorder. Et ben là, vous vous êtes demandé pourquoi, et en effet, il faut l'accorder avec le COD, quand le COD est devant le verbe, et notamment devant l'auxiliaire. Donc par exemple, dans une phrase, voici la pomme que j'ai mangée, vous vous posez la question, j'ai mangé quoi? La pomme, ça c'est la question qu'on se pose pour trouver le COD. Voici la pomme que j'ai mangée. La pomme se trouve bien avant l'auxiliaire. Donc il va falloir accorder ce participe passé avec ce COD qui est antéposé à l'auxiliaire. La pomme féminin singulier, donc et eux. Ensuite, souvent, vous posez aussi la question de comment je vais accorder mon participe passé quand il y a l'auxiliaire être. Alors, en fait, on aura 20 000 choses à dire, mais la plupart du temps, retenez qu'avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde tout bonnement avec le sujet. Donc, je suis partie. Étant donné que je suis une femme, on mettra partie. Par contre, les garçons, vous ne mettrez rien. Okay. Ça va? C'est pas mal du tout. Constance qui nous demande un petit rappel sur les propositions subordonnées. Ok. Bien. Alors, Constance, rappel de propositions subordonnées. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une subordonnée? Souvent, on se pose la question. Quand on a une phrase, on aura, a priori, à moins que ça soit une phrase averbale, au moins un verbe conjugué. Mais des fois, on va avoir plusieurs verbes conjugués. Et on dit souvent qu'un verbe conjugué et tout ce qui s'y rapporte forment une proposition. Mais alors, pourquoi proposition subordonnée? Pourquoi proposition principale? En fait, on aura des propositions qui vont dépendre des autres. Par exemple, si je dis il dit, il dit que je suis malade. On remarque que il dit, c'est pas complet, mais ça peut fonctionner un peu tout seul. Tandis que je suis malade, là, bon, ça marche pas, ça peut pas fonctionner tout seul. Donc en fait, on va dire qu'elle est subordonnée, cette proposition, à l'autre, à la principale. Elle va dépendre de la principale pour exister. S'il n'y a pas la principale, elle ne peut pas exister. Ensuite, dans les propositions subordonnées, je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais on peut dire plein de choses parce qu'on aura différents types de propositions subordonnées. On aura notamment, les plus communes, les relatives et les complétives conjonctifs. Pourquoi complétif conjonctif, ce terme super barbare? En fait, c'est pas si compliqué que ça, c'est parce que la proposition subordonnée qui dépend de la principale va venir compléter le verbe. Donc compléter comme un COD. Par exemple, il dit quoi? Que je suis malade. Donc elle est bien complétive du verbe et en plus elle commence par une conjonction de subordination, ici que. Le problème, c'est que ce fameux que, il ressemble aussi à un pronom relatif. On vous a appris que les pronoms relatifs, c'est qui, que, quoi, dont, où. Et on vous a appris qu'une proposition relative pouvait commencer par un pronom relatif. Donc, comment est-ce qu'on peut savoir que quand il y a un que, on est face soit à une subordonnée complétive conjonctive, soit une relative? Autant la complétive va dépendre du verbe, autant la relative va plutôt dépendre d'un nom. C'est la fille qui me parle tous les jours. Qui me parle tous les jours, bon ici j'ai pris un qui commence par qui et non par que, mais qui me parle tous les jours dépend bien de c'est la fille. Voilà, je pense que c'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Est-ce que tu peux faire un petit rappel sur ce que c'est que la métaphore et sur ce que c'est que la comparaison? Et de manière plus générale, ils sont beaucoup à nous parler des figures de style. Ok, on va se lancer dans les figures de style du coup. Et pour commencer, la comparaison et la métaphore. En effet, ce sont deux figures de style qui se ressemblent. Déjà, si vous cherchez une figure de style, qu'est-ce qu'une figure de style? C'est ce qui va travailler le langage. Donc, c'est ce qui va, a priori, se détacher du langage de tous les jours que vous employez, vous, à la maison, par exemple. Donc, on a des comparaisons, mais qui ne sont pas des figures de style. Si
si je dis je suis aussi grande que ma sœur, je compare ma taille à celle de ma sœur, mais on n'est pas dans de la figure de style. Par contre, si je dis tes yeux sont comme des colombes ou tes yeux sont des colombes, là on sent bien qu'il y a une image, un décalage par rapport au langage de tous les jours, car en soi ça veut rien dire si on ne cherche pas l'image. Donc en fait la métaphore, ça sera une comparaison imagée, mais sans outils comparatifs. Qu'est-ce qu'un outil comparatif? Tel que comme, donc dans tes yeux sont comme des colombes, on a la comparaison. Tes yeux sont des colombes, on a retiré l'outil comparatif comme, donc on est face à de la métaphore. C'est bon, comparaison métaphore? Ok, du coup on enchaîne, je vais vite parce que je sens qu'on va avoir 20 000 questions. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre figure de style sympa au collège? La personnification. Donc dans personnification, vous entendez personne. Donc en fait, c'est le fait d'attribuer à quelque chose qui n'est pas une personne, qui n'a pas la faculté de penser, la faculté de conscience, des caractéristiques humaines a priori. Donc par exemple, on dira Mère Nature ne sait plus respirer. La nature, bon certes, biologiquement parlant, on pourrait peut-être prouver qu'elle respire, mais on a bien Mère Nature ici comme si c'était une maman. Et je suis trop speed. Et du coup, Mère Nature comme si c'était une maman. Et donc, on est bien face à de la personnification parce qu'on accorde à un élément naturel un élément qui est de la norme sociale, c'est-à-dire être une mère. Ça, c'est pour la personnification. On a dit la métaphore. On a des figures de style plutôt liées au son. Donc, par exemple, l'assonance et l'allitération. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est quand on va avoir la répétition d'un son. Non pas comme la rime, qui est la répétition d'un son à la fin d'un vers. Dans un textoprose ou dans un vers, à l'intérieur même du vers, on peut avoir des répétitions, par exemple, de consonnes. La répétition d'un S pour imiter, par exemple, le bruit d'un serpent, la répétition d'un V pour imiter le bruit du vent. Et là, comme c'est de la répétition de consonnes, on sera face à de l'allitération. Par contre, pour la répétition de voyelles, on sera face à de l'assonance. Donc, par exemple, répétition d'un A, etc. Donc là, on avait allitération, assonance. On peut avoir aussi, mais il y en a 20 000 des figures de style, donc je vais en prendre une de plus et au pire, après, faites des suggestions. On a la périphrase, donc c'est le fait de, quand on a un groupe nominal, de le contourner pour le dire autrement. Donc, par exemple, si on prend un exemple de football, puisqu'on est dans la thématique, si on veut faire référence à l'équipe de Belgique, mais qu'on veut contourner ce groupe nominal parce qu'on l'a déjà trop utilisé, on pourra dire les diables rouges. Donc pourquoi périphrase? Parce que le péri, c'est le fait de contourner quelque chose. Vous savez, un périphérique, par exemple, ça va contourner la ville. Donc retenez, périphrase, c'est le fait de contourner la phrase ou le groupe nominal. Du coup, je propose qu'on continue et qu'il nous fasse des suggestions pour On fait ça. Les figures de style. Mercia qui nous demande qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical? Qu'est-ce que c'est qu'un champ lexical? En fait, un champ lexical, c'est quand tu auras une thématique et tu auras plein de mots qui vont faire référence à cette thématique. Un champ, c'est un groupe et lexical, c'est par rapport au lexique. Donc, par exemple, si tu as la thématique de l'amour, le champ lexical de l'amour, tu pourras trouver dans ton texte, je ne sais pas, embrasser, aimer, câlin, je sais pas, des choses comme ça, qui vont faire que tous ces mots se rapportent à une même thématique, à un même champ lexical qui est celui de l'amour. Et un épithète, est-ce que tu peux expliquer? Nous demande Grégory. Alors, un épithète, un adjectif. Donc, vous savez qu'un adjectif, quand on parle d'adjectif, on parle soit de classe grammaticale, soit de nature. Un adjectif peut avoir aussi des fonctions. On dira qu'il est soit attribut du sujet, soit épithète. Quand il est épithète, en fait, c'est quand il fonctionne directement avec le nom, donc il est placé à côté. Il peut être, donc par exemple, c'est une jolie fille. Jolie est bien à côté du nom, donc c'est un épithète. L'épithète peut être lié ou détaché. Quand il est lié, c'est l'exemple que je viens de donner parce que rien ne sépare du tout l'adjectif du nom. Et quand il est détaché, il sera souvent détaché du nom mais toujours à côté de par un signe de ponctuation comme une virgule. Super. On a des petites précisions pour les figures de style. Alors j'en ai 3 là. Alors est-ce qu'on peut commencer par la litote, s'il te plaît? Oui, la litote, c'est une atténuation de la réalité. Donc c'est par exemple quand tu vas avoir une très bonne note et que pour pas frimer, tu vas dire « Ah bah ouais, c'est plutôt pas mal ». Donc tu atténues la réalité. Un chiasme?
Un chiasme, c'est une structure qu'on retrouve souvent en poésie, mais qu'on peut retrouver dans l'argumentation aussi, qui fonctionne, on appelle ça en ABBA. Donc c'est le fait que tu vas avoir des répétitions soit de mots, donc de sons plutôt, je voulais dire, pardon, de sons, soit des répétitions de thématiques. Par exemple, si dans une phrase tu as la thématique A, la mort, puis B, la naissance, puis B, la naissance qui revient dans ta phrase, puis A encore, la mort, tu seras face à un chiasme, ici on pourra dire lexical ou sémantique. Après, si tu as une répétition de son, par exemple un son A, en, dans un autre mot, un son B, est, encore B, est, et ensuite encore en, tu seras dans un chiasme qu'on peut appeler phonétique ou de son. Super, et enfin une gradation. Une gradation. Le fait de faire une gradation, c'est le fait d'aller petit à petit crescendo, c'est-à-dire de monter dans l'intensité d'une thématique par rapport aux mots utilisés. Si je dis il est grand, il est énorme, il est colossal, à la base je dis que quelqu'un est grand, après j'augmente encore, je vais vraiment augmenter cette caractéristique en disant qu'il est énorme et après je vais dire qu'il est complètement colossal. Donc je vais graduer vers le haut cette caractéristique évoquée. Super. Mathéo, enfin ils sont beaucoup d'ailleurs de manière générale, ils m'ont un rappel sur les COD et les COI. Est-ce que tu peux réexpliquer s'il te plaît ? Alors, un rappel sur les COD et sur les COI. Qu'est-ce que c'est déjà ? Ce sont des compléments du verbe. Donc, il faudra chercher ce genre de choses quand on sera face au verbe. Qu'est-ce que c'est aussi ? Ce sont des fonctions du nom ou du groupe nominal. Donc, quand on va vous demander, par exemple, de chercher la fonction d'un groupe nominal, vous aurez ça comme option. Soit sujet du verbe, soit complément du verbe, COD ou COI. Souvent, ça va vous servir pour tout ce qui sera accord. J'ai parlé au tout début du live des accords du participe passé et ça nous servait notamment de savoir où était le COD. Donc, pour trouver un COD, je vais me poser la question qui ou quoi après le verbe. C'est important que ça soit après le verbe. Par exemple, si je dis je mange qui ou quoi, si c'est une pomme, une pomme sera mon COD du verbe. Pourquoi il faut que ça soit le qui ou le quoi après le verbe ? Parce que si je dis qui mange une pomme, là je vais trouver le sujet du verbe. Donc, c'est différent. Ensuite, je vais me poser la question de comment je trouve un COI. Un COI, on dit qu'il est complément d'objet du verbe, mais indirectement. Pourquoi indirectement ? Parce qu'il est séparé, le groupe nominal en soi, l'objet, est séparé du verbe par une préposition. Vous savez, c'est tous ces mots que vous retrouvez dans la petite phrase qu'on vous a appris à dans, par, pour, envers, avec, de, sans, sous. Donc, par exemple, quand vous voyez un A avec accent, vous vous dites, tiens, il est derrière le verbe, il y a sûrement un COI. Vous allez vous poser la question, par exemple, je parle à qui ou à quoi, et en posant ces questions à qui, à quoi, ou de qui, de quoi, vous allez trouver le COI du verbe. Très bien. Ils sont pas mal à nous poser des petites questions de méthodo, alors surtout comment bien répondre aux questions, est-ce que tu as des conseils et bien faire sa rédaction finalement. Ok, méthodo. Comment bien répondre aux questions et comment bien faire sa rédaction. Donc, je commence à parler des questions. Il est très important que vous repreniez la question dans votre réponse. Donc, il est impossible de juste, par exemple, si on vous demande dans quel lieu se déroule l'intrigue, que vous répondiez sur une île. Déjà, ce n'est pas une phrase parce qu'il manque un verbe, donc vous allez aussi veiller à faire des phrases bien construites. Pour ça, je vous invite à faire des phrases courtes parce que souvent, plus vous faites des phrases longues, plus en fait, syntaxiquement parlant, ça commence à devenir bancal et du coup, c'est pas top. Et vous allez bien reprendre ce dont la question parlait. Il faut partir du principe, c'est un peu étrange, mais que le correcteur n'a pas accès aux questions auxquelles vous répondez. Comme ça, en fait, si vous partez de ce principe-là, vous allez bien à chaque fois répéter l'enjeu de la question. Et en fait, ça va prémâcher le travail du correcteur qui, comme je l'ai déjà dit plein de fois, est aussi fatigué, a envie de terminer son année et n'a pas envie de forcément chercher « Attends, ça c'est la réponse à quelle question, est-ce qu'il ne s'est pas trompé de question, etc. » Donc, vous lui prémâchez le travail en réintroduisant bien la question. Mais parfois, notamment dans la dernière question du brevet, quand il s'agit de comparer ou de montrer les similitudes vis-à-vis d'une thématique par rapport à l'image et le texte, dans ce cas-là, vous pouvez ne pas réintroduire la question et faire un paragraphe plus argumenté, comme vous le faites aussi en histoire géo. Ça, c'était pour les questions. Je vous invite à les relire, à les faire dans l'ordre déjà, parce que souvent, elles sont mises dans un ordre qui est censé vous aider.
Donc, si votre question 1 va vous aiguiller, par exemple, pour la question 2, je vous invite à les relire à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'au moins, si ce n'est pas français ce que vous avez écrit, vous allez vous en rendre compte tout de suite. Si il y a des fautes d'orthographe, vous allez vous en rendre compte tout de suite aussi. Et souvent, il y en a qui n'ont plus le temps après pour relire la copie. Donc, ça sera pas mal parce qu'au moins, ça sera déjà fait. Et au moins, vous allez aussi voir plus facilement si par hasard, entre une question 1 et 2, vous avez peut-être répété à peu près la même réponse. Vous allez plus vite le voir. Et si vous avez répété à peu près la même réponse pour des questions, ça voudra dire qu'il y en a une qu'il faut revoir. Ça, c'était pour les questions. Et pour la rédaction, il y a plein de choses à dire. Vous savez que vous avez 2 sujets, donc d'invention et de réflexion. Si vous avez plus de questions à ce propos, essayez d'être plus précis. Mais dans tous les cas, c'est bien de savoir faire les 2 parce que je sais que souvent les élèves disent « moi, je vais aller sur seulement le sujet d'invention, mais donc de création pure, je veux dire, et pas de réflexion. Mais il suffit que celui de création pure soit pas cool ce jour-là, vous serez un petit peu embêté. » Super, une petite figure de style pour la route, l'euphémisme s'il te plaît. Oui, une figure de style pour la route, l'euphémisme, c'est une amélioration de la réalité. Souvent on la confond avec la litote et à vrai dire, des fois c'est vrai que certaines litotes pourraient être des euphémismes. Mais donc amélioration de la réalité, ça peut être en tout point. Donc par exemple, on dit souvent qu'on a des euphémismes du politiquement correct, comme quand on va dire... Avant, on parlait plutôt de femmes de ménage et maintenant, on va dire technicien ou technicienne de surface pour peut-être améliorer une certaine réalité. On parle d'euphémisme dans ce cas-là, mais aussi, ça sera par exemple, plutôt que de dire que quelqu'un est mort, on peut passer par un premier euphémisme qui va améliorer la réalité en l'adoucissant, type il est décédé ou alors il nous a quittés. On s'éloigne de la réalité pour l'améliorer. Super, merci. Néfi, dites, c'est quoi les valeurs du présent et de l'imparfait, s'il vous plaît? Ok. Sur les valeurs Valeurs du présent et de l'imparfait. Alors déjà, juste je vous donne une petite astuce. Si vous tombez au brevet sur une question comme ça et que vous vous dites « mais mince, je ne les ai pas appris, etc. » Essayez de regarder dans votre texte, par exemple on vous demande l'imparfait, les différents verbes qu'il y a à l'imparfait et d'essayer de voir dans le texte même quelles sont ces valeurs. Comme ça, même si vous n'avez pas appris, vous pourrez fournir un élément de réponse. Ensuite, les valeurs de l'imparfait, souvent on sera par rapport... donc à un sens qui est de la description. En fait, souvent, on vous parle des temps du récit avec l'imparfait et le passé simple. On va être dans un verbe qui évoque quelque chose qui se passe en fond et ensuite, le passé simple va venir rompre cette chose qui est en fond, par exemple. Donc, on aura... je mangeais lorsque quelqu'un sonna. Donc on a vraiment l'idée d'arrière-plan avec l'imparfait, c'est une de ses valeurs, et de premier plan avec le passé simple. L'imparfait, donc comme je l'ai dit, va être utilisé pour la description. Il va aussi plutôt faire référence à une action qui se déroule, pourquoi pas plus ou moins longtemps dans le temps, qui est moins ponctuelle que le passé simple. Par exemple, si je dis je mangeais et on sonna à la porte, sonner c'est quelque chose de très ponctuel, tandis que je vais manger, ça va être quelque chose de plus étendu dans le temps et aussi plutôt imprécis quant à la temporalité. On peut dire pendant 2 heures je mangeais, certes, mais on aura rarement ce genre de construction. Donc ça, c'était pour l'imparfait. Pour le présent de l'indicatif, du coup, parce qu'on pourra avoir le présent du subjonctif, mais je suppose que c'est de l'indicatif que vous voulez. On aura différentes choses. On a le présent d'énonciation. Donc c'est le fait, par exemple, je dis « je parle maintenant », j'énonce quelque chose, je dis quelque chose qui est en train de se faire maintenant. Ensuite, on peut avoir le présent d'habitude. Tous les jours, je vais à la piscine. Donc ça, c'est un présent d'habitude parce que je dis ce que je fais à peu près tous les jours. Et ça, je peux le remarquer justement avec mon complément circonstanciel de temps tous les jours. Ensuite, on pourra avoir la valeur de futur proche. Je termine dans 2 heures. Oui, c'est un verbe au présent, mais qui veut bien dire dans 2 heures, j'aurai terminé. Donc, on est bien face à quelque chose de plutôt futur. Et ensuite, je vais finir avec ça, la valeur de présent de narration. Donc, je suis en train de raconter une histoire et pour la rendre plus vivante, je vais dire... alors là, tu sais pas d'un coup ce qu'elle me fait, elle me lâche, je suis plus ta pote, voilà, je sais pas quoi. Donc en fait, là, je passe avec du présent alors que je fais bien référence à quelque chose qui s'est passé dans le passé pour rendre plus vivant mon énoncé. Top. Ok. Des petits conseils pour la dictée? Des conseils pour la dictée, oui.
Alors, déjà, ça sera plutôt par rapport à la relecture. Donc, vous savez comment ça marche. Vous devez, premièrement, on va vous lire la dictée. Donc là, vous n'écrivez rien, vous écoutez bien, vous repérez les difficultés du texte. Ensuite, on va vous faire écrire la dictée. Donc là, vous écrivez, bien évidemment, vous faites déjà attention à ce que vous écrivez, mais surtout, vous concentrez, vous ne vous stressez pas. Vous allez tout vérifier dans la phase de relecture. La relecture, moi, je conseille à mes élèves plus jeunes de souligner les verbes, de faire des flèches vers les sujets ou de regarder quand il y a un adjectif, à quel nom il se rapporte, etc. Mais le jour de la dictée du brevet, c'est un peu compliqué parce que ça peut rendre votre copie un peu sale et puis vous n'avez peut-être pas le temps. Mais c'est vraiment ce schéma-là mental qu'il faut avoir. C'est se demander, tiens, mon verbe, il fonctionne avec qui? Quel est son sujet? Donc, je vais l'accorder avec quoi? Où est-ce que j'ai un participe passé? Donc, tout ce qui est grammatical, vous allez le repérer. Et ensuite, vous allez aussi faire très attention aux homophones, c'est-à-dire aux noms qui se prononcent, aux noms, prépositions ou autres d'ailleurs, qui se prononcent de la même façon mais qui ne s'écrivent pas de la même façon. Par exemple, tout ce qui est a, ou, etc. Et ça, vous avez des astuces dont on a déjà parlé, mais si vous avez besoin qu'on les répète, n'hésitez pas à le poser en question. Super, merci. Beaucoup qui nous demandent des petits rappels sur le subjonctif. Est-ce que tu as ça dans ta besace de conseils? Alors, le subjonctif, oui. En fait, des petits rappels. Je ne saurais pas exactement vous dire qu'est-ce que vous voulez en fait, mais déjà par rapport aux conjugaisons, je vous inviterai à revoir votre Becherel. Mais en soi, il n'y a rien de bien sorcier parce que on aura, par exemple, j'aimerais que tu sois là, on aura le S à la fin de soi qui est relatif à tu. J'aimerais qu'il soit là, pluriel ENT. J'aimerais qu'il soit là, T à la fin, comme on l'a avec beaucoup de verbes aussi de l'indicatif. Ensuite, le subjonctif, plus que les aspects de conjugaison, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un mode. Donc vous vous rappellerez, parce que ça peut tomber au brevet, qu'on vous demande le mode et le temps d'un verbe, ou on vous demandera peut-être que le temps. Ne confondez pas. En fait, un temps va vraiment plutôt, certes, avoir des valeurs de sens comme on en a parlé avec l'imparfait, mais donner des valeurs temporelles. Tandis qu'un mode, c'est vraiment par rapport à comment on envisage l'énoncé qu'on est en train de dire. Par exemple, le subjonctif va faire plutôt référence à tout ce qui est virtuel, tout ce qui n'est pas encore dans le réel. Contrairement à l'indicatif qui, lui, avec par exemple le passé composé j'ai mangé ou je mange, c'est vraiment des choses qui sont déjà en train de se passer ou qui se passe à l'instant dans le réel. Le subjonctif, donc ça va être tout ce qui est du côté du possible. Donc on va retrouver beaucoup de subjonctifs derrière des verbes de souhait, par exemple. Je souhaite que tu viennes demain. J'aimerais que tu viennes demain. Oui, voilà, par exemple le souhait, on peut avoir aussi des fois du subjonctif qui va... Et là, du coup, ça se dégage un peu de ce que je vais dire, de ce que je viens de dire, mais c'est un peu l'exception, qui va en fait venir accentuer, faire de l'emphase par rapport à la réalité. Donc, quand on aura des énoncés qu'ils viennent, pas question, par exemple. Là, on va accentuer la réalité, plus le fait que c'est aussi un peu virtuel parce qu'il n'est pas encore venu. Voilà pour le subjonctif. Super, merci. Virgile et beaucoup d'autres qui nous demandent des petits rappels sur les discours directs, indirects, en direct libre, etc. Ok, discours. Alors, le discours direct, indirect libre. Alors, le discours direct, c'est quand on va vous retransmettre les paroles des personnages directement, donc comme ils les auraient dites. Donc, on aura par exemple, je dis, ouvrez les guillemets. Non, je dis du coup, pas forcément, mais si c'est un autre personnage, il dit, ouvrez les guillemets, demain je passe le brevet. Par contre, après, on va pouvoir aussi, le narrateur va pouvoir ne pas vous donner les paroles du personnage telles qu'elles sont dites, et il va vouloir les insérer dans son discours et du coup retirer les marques typographiques type guillemets. Par exemple, le personnage, mettons il s'appelle Pierre, a dit qu'il passerait le brevet demain. Donc on a bien remarqué que là, on a inclut le discours du personnage indirectement à celui du narrateur. On a retiré tout ce qui est guillemets, on a retiré tout ce qui est et on a aussi fait un changement de temps pour qu'il y ait une concordance des temps. Et ensuite, un discours indirect libre, c'est quand on aura la parole du personnage qui est écrite comme ça dans le récit, mais on n'a pas de marque typographique pour nous montrer que c'est bien lui qui est en train de dire ça. Donc en fait, le narrateur lâche la parole du personnage sans nous le préciser, et c'est à nous de repérer si là, on est plutôt du côté du discours du personnage ou du discours du narrateur, ou des deux peut-être. Super.
petit rappel sur la voix active et la voix passive, si tu veux bien. Voix active, voix passive. Donc, point de grammaire. Quand on a un verbe à la voix active, en fait, c'est bien le sujet grammatical qui fait l'action. Par exemple, le chat mange la souris, c'est bien le chat avec qui j'accorde mon verbe qui fait l'action. Par contre, si c'est la souris est mangée par le chat, ben, mon sujet grammatical avec qui je vais accorder mon verbe, c'est la souris. Mais ce n'est pas la souris qui fait l'action, c'est bien le chat. Et ça, souvent, on aura la possibilité de mettre un complément d'agent qui est caractéristique de la voix passive pour savoir qui, en fait vraiment l'action. Donc, la souris est mangée, voix passive, par le chat. Comme ça, on nous dit bien qui fait l'action. Super. Ok. Narrateur interne, externe, enfin les points de vue. C'est ça la question. Les points de Différents, vue. etc. Les points de vue. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire déjà qu'il existe différents types de narrateurs. Donc, on aura le narrateur qui peut être personnage ou le narrateur qui peut être anonyme. Donc, en fait, quand vous avez un narrateur personnage, ben, un des personnages de l'intrigue vous raconte l'histoire. Donc, souvent, on aura moins accès à tout ce qui se passe dans l'histoire. Ça peut être notamment intéressant dans le roman policier parce qu'on va découvrir certains indices en même temps que le personnage les découvre. Un personnage anonyme, on ne sait pas qui c'est. Et en fait, souvent, ce narrateur anonyme dont on ne sait pas l'identité, va être omniscient. Omniscient, c'est quoi? Omni en latin, tout, et scient, de scientia, donc le savoir. Donc le narrateur omniscient, c'est tout. Il sait les pensées des personnages, il sait tous les prénoms des personnages, il sait ce qui leur est arrivé dans leur passé, il sait même ce qui va leur arriver dans leur futur. Donc ça, on sera face à... C'est une sorte de dieu, en fait, qui sait tout, et on sera bien face au narrateur omniscient. Voilà, je pense que c'est le principal à connaître. C'est pas mal du tout. Pardon, j'ai une question que je suis pas sûr de comprendre. J'ai pas très bien compris les rapports logiques entre opposition, concession, cause, conséquence. Est-ce que c'est... Rapport logique, ouais, entre opposition, concession. Ah, Opposition, concession, et tu m'as dit cause, conséquence. Cause-conséquence, ouais. Alors, en fait, la concession, c'est... Bon, non, on va partir du plus simple, de l'opposition. L'opposition, tu viens bien dire qu'il y a deux éléments contradictoires. Donc, par exemple, on aura des verbes, des mots, des connecteurs logiques, type alors que, par exemple, il révise son français alors que lui révise les maths. Là, on est bien face à de l'opposition. La concession, c'est le fait de... donner quelque chose plus ou moins, d'admettre quelque chose, c'est ça, d'admettre quelque chose et ensuite de venir apporter un autre élément. Donc en fait, je révise le français même si je devrais réviser les maths. Je viens bien admettre que je devrais réviser les maths et il y a une sorte de rapport de concession parce que je suis quand même en train de réviser le français plutôt que de réviser les maths. Donc ça, c'est vraiment l'idée que dans la concession, il n'y a pas une opposition pure. Ensuite, par rapport à la cause et la conséquence, la conséquence de quelque chose, c'est ce qui vient après l'action, tandis que la cause, c'est ce qui vient avant. Je ne suis pas bon en orthographe parce que je ne fais jamais mes dictées. Par exemple, la cause, c'est que tu ne fais jamais tes dictées, donc tu n'es pas bon en orthographe. Comme tu ne fais jamais tes dictées, la conséquence, c'est que tu n'es pas bon en orthographe. Donc en fait, ça dépend de comment tu prends l'énoncé. Est-ce que tu t'intéresses à un élément par rapport à d'où il vient, ou par rapport aux conséquences qu'il a eues, donc aux répercussions qu'il a eues sur le réel. Il y a plein de questions. Sur les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, on a plein de choses. Donc, en fait, ça sera bien à utiliser, je ne sais pas si c'est ça que vous voulez savoir, mais dans votre paragraphe, dans votre écriture d'invention, où vous allez être plutôt sur de la réflexion. Donc, on peut avoir des connecteurs logiques, par exemple d'opposition, tel élément, mais tel autre. On va aussi avoir du donc, qui va montrer la conséquence par rapport à un élément dont on vient de parler. Donc, il faudra veiller à utiliser les bons connecteur logique. Si je veux montrer que quelque chose se fait en même temps que quelque chose d'autre, je dirais que, par exemple, parallèlement, conjointement. Si je veux montrer que quelque chose résulte d'autre chose, je dirais en conséquence. Ou d'où. Voilà, il y a toutes sortes de choses. Si vous voulez des listes exhaustives, je suis sûre qu'on a des fiches toutes prêtes sur le site du brevet par rapport à ça.
la petite figure de style qui va bien. Qu'est-ce qu'une énumération, s'il vous plaît? Une énumération, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quand tu vas avoir plein d'éléments qui se suivent, souvent des groupes nominaux, et qui sont séparés par des virgules. Donc tout à l'heure, je parlais de la gradation, qui est un certain type d'énumération. Mais si je dis, par exemple, je sais pas, elle est grande, mince, blonde, aux yeux bleus, etc., j'énumère des caractéristiques les unes après les autres. Ok. Les prépositions? prépositions. Oui, mais je l'ai déjà dit, mais je le répète. Non, mais c'est bien. Les prépositions, donc n'oubliez pas que juste une préposition, c'est une classe grammaticale ou une nature de mot. Donc on n'en parlera jamais dans ce qui est fonction. La préposition, elle est invariable. Donc aussi, si des fois vous n'êtes pas sûr, vous pouvez regarder si c'est invariable. Néanmoins, il ne faudra pas la confondre avec l'adverbe qui va apporter une caractéristique par rapport au verbe. Donc par exemple, il mange peu. Peu est invariable, mais vient caractériser le verbe. Donc on n'est pas face à de la préposition. La préposition va venir lier deux éléments entre eux. Donc comme je l'ai dit, par exemple, l'objet et son verbe dans le cas du COI. Donc je parle à Pierre, à, ce petit mot invariable, lit bien Pierre et parler. Et comme petite liste, souvent on vous a appris à dans par pour envers avec 200 sous, donc le à, le dans, pour, le en, en, vers, VERS, Adam par pour envers, avec, de, DE, sans SANS et sous SOUS. Ok. Les différents types de textes, est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur les différents types de textes. Alors, est-ce qu'on parle du fait qu'il y ait un texte narratif, on peut avoir un texte journalistique? Je pense que c'est ça, ouais, pour l'épreuve, à mon avis. Ok, donc vous allez regarder votre texte et vous allez vous demander si vous êtes plutôt face, par exemple, à un article de loi, ça ne tombera pas, a priori, si vous êtes face à un texte journalistique, si vous êtes face à un texte narratif, si vous êtes face à un texte poétique. Donc ça, il faudra un peu regarder la tête, ça se voit directement, de votre texte et vous pourrez, du coup, définir le type. Ça, pareil, vous savez, donc là, vraiment, vous paniquez pas et vous regardez bien votre texte. Pardon, le conditionnel, est-ce qu'on peut expliquer un peu comment ça marche? Le conditionnel, comme le subjonctif, c'est un mode. Alors l'autre fois, j'ai regardé le brevet, je pense, de Washington, où on avait un conditionnel et il était écrit « donner le temps de ce verbe ». Attention, parce que si vous mettez conditionnel, vous avez faux parce que le conditionnel est un mode. Donc comme je l'ai dit, ça vient caractériser la position d'un locuteur par rapport au verbe, par rapport au processus. Avec le conditionnel, comme on l'entend, sera plutôt par rapport à la condition. Mais il existe un conditionnel par contre présent et passé, donc les temps du conditionnel présent et passé. Si je prends le verbe manger, je mangerai, conditionnel présent, et son avatar composé j'aurais mangé est le conditionnel passé. Les valeurs du conditionnel, on pourra avoir la politesse, quand vous dites est-ce que tu pourrais me passer ton sac, là vous mettez du conditionnel pour être plus poli. On aura le futur dans le passé, donc si vous êtes face à un récit, il lui demanda si elle vient, non ça va pas ce que j'allais dire, pardon, ça allait pas être français. Donc c'est quand vous allez avoir un verbe qui évoquera quelque chose de futur, mais alors que vous étiez dans un récit passé. Et ensuite, comme autre valeur, on a aussi, c'est tout, atténuation et futur dans le passé. Voilà. La nature et la fonction des mots, c'est une question qui revient souvent. La nature et la fonction des mots. Oui, ça c'est un truc qu'il faut absolument savoir. Donc en fait, quand on vous apprend la grammaire, et on vous l'apprend pour quand vous apprendrez des autres langues ou pour même maîtriser la vôtre, on vous parle de nature de mots et de fonction des mots. En fait, la nature, moi quand j'étais petite, on me disait que c'était la carte d'identité du mot et que la fonction, c'était son rôle. Je comprenais pas trop, mais en fait c'est une bonne image parce que par exemple quand j'ai un adjectif ou si je prends un groupe nominal, tiens,
Un groupe nominal, il sera toujours groupe nominal. La fille, ça va jamais être verbe parce qu'on a bien un nom qui est précédé d'un déterminant et donc on est bien face à sa nature, son identité qui ne va jamais changer. Par contre, au même titre que vous avez une identité, vous pourrez avoir différentes fonctions dans votre vie. Vous pourrez être professeur, vous pourrez être parent, vous aurez différentes fonctions. Un groupe nominal de la même fonction peut avoir différentes fonctions dans la phrase. Il peut être par exemple COD, il peut être complément circonstanciel, les adjectifs peuvent être épithètes, ils peuvent être attributs, donc voilà. En quoi consiste la poésie? J'imagine que c'est une question concernant l'épreuve. S'ils tombent sur un texte, sur une poésie, qu'est-ce qu'il y a des bons réflexes à avoir? Comment est-ce qu'ils peuvent... Ok. Si vous tombez face à une poésie, quels sont les... Bon déjà, non, c'est une bonne question en soi, c'était qu'est-ce que la poésie, non? À la base. Ouais, mais en fait, ils sont beaucoup à dire en majuscule depuis tout à l'heure. La poésie et, ok. Bon, la poésie, c'est bien de se poser la question qu'est-ce que c'est en fait? Parce que des fois, les élèves me répondent c'est un texte écrit en vers. Maintenant, on vous a appris qu'il existe aussi la poésie en prose. Et vous allez vous demander mais en fait, pourquoi alors on peut parler de poésie puisque c'est en prose? En fait, un texte poétique est un texte qui va avoir tendance à s'éloigner du réel, à la fois de par ce dont il parle et de par la façon dont il en parle. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait des images qui, comme j'ai dit par exemple avec tes yeux sont des colombes tout à l'heure, qui ne sont pas propres à la réalité. On n'est pas dans une description de la réalité comme elle est exactement devant nous, puisque des yeux ne sont jamais des colombes. Et aussi, par rapport à la façon dont on le dit, on va pouvoir travailler notre style par rapport à des jeux de sonorité, notamment la sonorité, c'est ce qui définit en principe la poésie. Donc, si c'est ça qui définit la poésie, ça serait peut-être pas mal de s'intéresser à ça quand vous aurez votre texte sous les yeux. Donc regardez s'il y a des effets de sonorité, s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, essayez de regarder bien si on vous les a mis en petites notes en dessous, ça arrive souvent avec la poésie. Essayez de regarder s'il y a des images, s'il y a des figures de style et puis de bien répondre à vos questions. Super. Petit point méthodo, il nous parle aussi de l'analyse de l'image, tu sais, avec le texte qui est souvent accompagné d'une image. Tu as des petits conseils pour ça? Analyse de l'image, donc comme je l'ai dit, souvent ça sera votre dernière question ce qu'ils appellent maintenant interprétation textuelle. Donc là, il faudra faire attention, déjà parce que souvent c'est une question qui vaut à peu près 7 points, voire 10 je pense des fois. Donc attention à pas forcément la bâcler et puis attention à ne pas tomber dans le piège de comparer tout bêtement. On voit ça dans l'image et on voit ça dans le texte. Non, souvent on va vous demander de vous intéresser à une thématique, donc repérez bien la thématique et ensuite bien sûr vous pouvez mettre en comparaison. Mais c'est pas le jeu de je vais chercher le plus de différences qu'il existe. Non, il peut avoir aussi des points communs et ça, il y a certains élèves qui ont tendance à l'oublier. Donc surtout, vous le voyez plus comme l'étude d'une thématique dans deux types d'œuvres qu'une comparaison toute bête et méchante. Okay. Qu'est-ce que l'assonance, l'allitération? On a déjà fait l'allitération? Oui, on a parlé de l'allitération et de l'assonance tout à l'heure. Mais du coup, je le répète super vite, ce sont des figures de style qui s'intéressent aux sonorités. Donc, par exemple, il y avait un vers, je pense, de Rimbaud dont c'est quoi encore ce poème? On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, où il y a une répétition d'un T pour imiter en fait les bottines d'une jeune fille qui est en train de passer. Donc en fait, ça, cette répétition d'une consonne, c'est ce qu'on appellera une allitération. Par contre, quand on sera plutôt chez Verlaine, je fais un longtemps ce rêve pénétrant d'une femme qui m'aime et qui m'aime aussi, où on a une répétition de en, ça on appellera ça une répétition de voyelles. Alors vous allez me dire oui, mais pourquoi répétition de voyelles puisque en c'est A et N, on appelle ça en fait des voyelles nasales, tout ce qui est en, un, on. En fait, c'est des voyelles qu'on prononce avec le nez. Donc même s'il y a une consonne, vous la mettrez dans répétition de voyelles et donc assonance. Et ça, si on veut vraiment se la péter sur sa copie, c'est ce qu'on appelle l'harmonie imitative. Donc c'est le fait de mettre en harmonie le fond, ce dont on parle, par exemple comme je l'ai dit, des petites bottines, et donc le fond et la forme, c'est-à-dire la façon dont on le dit, et tout ça en imitant un son. Donc là, on est en méga complet. Si vous ne savez pas ça, c'est pas grave. Hein. Super. Dans le sujet de réflexion, faut-il absolument faire thèse, antithèse ou simplement prendre position? Dans le sujet de réflexion, faut-il absolument faire thèse, antithèse? Bon, déjà en soi, ça serait mieux si on va vraiment sur du thèse, antithèse,
c'est bien de faire ensuite une synthèse. Mais néanmoins, encore une fois, j'ai travaillé tout à l'heure sur le sujet de réflexion de Washington, je pense, où on vous demandait on demandait aux élèves de Washington de dire si on pouvait trouver en ville de la poésie et du mystère, tout comme on trouve de la poésie dans la campagne. Si vous partez que sur un oui, donc que sur une thèse, vous allez peut-être passer à côté d'une certaine chose. Donc puisque là on vous demandait de mettre en rapport la campagne et la ville, par rapport à la poésie au mystère, ça peut être bien de dire oui, on trouve de la poésie et du mystère, donc thèse, dans la campagne, mais en fait il faut souvent qu'il y ait un mais pour qu'il y ait une discussion, donc vous essayerez qu'il y ait bien un mais entre vos deux grands axes, si vous faites deux grands axes, mais on peut aussi trouver ça dans la poésie qui parle de la ville, par exemple. La question du moment en majuscule et avec plein d'emojis est: est-ce que tu as des conseils pour la rédaction, s'il te plaît? Est-ce que j'ai des conseils pour la rédaction? En fait, c'est super vaste vos questions, Ouais, c'est très, très mais vaste. c'est pas grave, on va faire avec. Désolé. En fait, c'est juste que je me dis qu'il y a plein de choses à dire. Déjà, vous allez voir vos deux sujets. Lisez les deux sujets. Ne dites pas, tiens, maintenant, moi, je prends toujours réflexion, donc celui d'invention pure et dure, je le prends pas. Ben non, parce que ça se trouve, celui-là, il va grave vous inspirer, vous pouvez pas savoir. Donc, lisez les deux choses. Aussi, parce que c'est ce que j'ai remarqué aussi dans le sujet de Washington. Par exemple, le sujet d'invention, de création, pouvait donner un petit peu, quand on le regardait bien, comme le reste du texte d'ailleurs, des éléments dont on pouvait se servir après pour le sujet de réflexion. Donc ça aussi, un jour, j'en profite pour faire une petite digression, si vous êtes vraiment perdu face à votre épreuve, n'hésitez pas à aller regarder le texte ou les questions ou les petites notes ou les sujets d'invention, parce que souvent vous trouverez en fait des petites réponses là-dedans aussi ou des exemples pour votre sujet de réflexion. Ensuite, bien évidemment, si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas trop argumenter, qui aime plutôt créer, etc., allez dans la rédaction invention. Si c'est le contraire, allez plutôt dans l'argumentation réflexion. Un bon conseil, je pense, pour commencer la rédaction, souvent, c'est de bien faire un bon brouillon quand même, que ce soit pour le sujet de réflexion ou le sujet d'invention. Mais le sujet d'invention pur et dur, surtout, posez-vous la question faites-vous un schéma, le schéma narratif, en fait, selon ce qu'on vous demandera de faire, mais c'est-à-dire vous définissez bien certaines étapes, situation initiale, éléments perturbateurs, péripéties, éléments de résolution, situation finale. Et comme ça, vous allez remplir ces différentes cases du schéma narratif et ça va vous structurer. Aussi, si on vous demande plutôt de vous intéresser à une situation initiale, par exemple, n'hésitez pas à bien écrire qui parle dans votre écrit, quand, où et de quoi. Ça va vraiment aussi plutôt structurer votre pensée. Et ensuite, pour le sujet de réflexion, essayez de bien faire des grandes parties, des petites sous-parties à l'intérieur, et dans votre brouillon, notez déjà des exemples. Comme ça, après, vous n'avez plus qu'à recopier tranquillement. Ok, merci. Recopier, passer à l'écrit, pardon. Rems38 qui nous demande très gentiment: coucou DigiSchool, comment différencier tout et tous, s'il vous plaît? Comment différencier tout et tous? Déjà, si je dis je leur parle à eux tous, là tu entendras le tous T-O-U-S, parce que je suppose que ta question est liée à l'orthographe. Donc dans ce cas-là, tu écriras bien T-O-U-S. Par contre, le problème c'est par exemple, je parle à tout le monde ou je parle à tous les élèves. Tout se prononce de la même façon mais ne s'écrit pas pareil, donc c'est ces fameux homophones. En fait, quand on aura un les toujours derrière le tout, on aura toujours T-O-U-S parce qu'on sera face au pluriel. Par contre, dans tout le monde, puisque c'est le derrière et non le les, c'est du singulier, donc T-O-U-T. Et de la même façon, je parle de tout, j'ai pas un le derrière, mais je dis pas de tous, donc je l'écrirai bien T-O-U-T. Ok. Ok. Merci. Le gérondif, on peut faire des petits rappels là-dessus? Gérondif, il n'y a pas grand chose à dire sur le gérondif si ce n'est que c'est un mode. Honnêtement, vous ne tomberez pas vraiment sur des choses liées à ça. Je ne vois même pas qu'on vous demande quelque chose là-dessus. C'est un mode, donc les modes infinitif, gérondif, participe, subjonctif, indicatif. Voilà. Très bien, merci.
bien relire sa dictée, comment on fait, s'il vous plaît? Bien relire sa dictée, je le redis, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de souci. Donc c'est très important. Donc c'est ce que je disais, vous allez d'abord faire attention à tout ce qui est grammaire, grammaire, accord. Pourquoi? Parce que si vous mettez mal un S ou mal une terminaison, c'est quand même moins 0,5 directement sur votre copie. Donc pour ça, vous pouvez souligner, faire des flèches pour voir quels éléments vont ensemble. Donc vous voyez par exemple un adjectif, ce sont des filles petites, vous allez vous demander petite, ça fonctionne avec qui? Ça fonctionne avec fille. Mon fille c'est bien là pluriel féminin, donc je mets bien mon TES à la fin. Pareil pour les verbes, vous allez vous demander qui fait l'action. Et aussi vous ferez bien attention au COD quand il y aura un participe passé. Parce que n'oubliez pas que si on est face à l'auxiliaire avoir, comme je l'ai dit au début du live, vous allez accorder ce participe passé avec le COD s'il se trouve avant l'auxiliaire avoir. Ensuite, vous allez, une fois que vous avez retiré tout ce qui est grammaire, vous allez faire attention à tout ce qui est lexique. Donc à comment s'écrivent les mots, bon ça des fois, si on ne le sait pas, on ne le sait pas. Mais par contre, on a plein d'astuces sur les homophones. Donc sur les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui ne s'écrivent pas de la même façon, sur a, son, ce, quand, non, ça, voilà. Super. Un quiproquo, qu'est-ce que c'est, s'il vous plaît? Oui, alors un quiproquo, c'est un élément qu'on retrouve, une situation qu'on retrouve souvent dans le théâtre. Donc c'est le fait qu'il y ait un malentendu entre deux personnages qui provient d'une incompréhension. Donc c'est quand un personnage va parler d'un sujet et un autre personnage va parler d'un autre sujet et ils ne se rendent pas compte qu'ils ne sont pas en train de parler de la même chose. Ça a sûrement déjà dû vous arriver. Là, j'ai pas forcément d'exemple, mais par exemple, moi j'ai l'impression que je suis en train de parler d'un de mes collègues et mon interlocuteur parle d'un autre de mes collègues et on est en train tous les deux de parler en disant oui c'est vrai qu'il fait bien son travail, etc. Mais on ne parle pas de la même personne. Donc là on est face à un quiproquo. Super. Attribut du sujet, nous demande Tina, est-ce qu'on peut nous expliquer ce que c'est que ces trucs-là? L'attribut du sujet, c'est une fonction, donc fonction de l'adjectif. On a vu qu'on avait deux fonctions principales par rapport à l'adjectif, l'épithète et l'attribut. L'attribut va se trouver souvent derrière un verbe d'état et en fait, il se rapporte directement au sujet. Donc, c'est un adjectif qui est séparé de son sujet par un verbe plus souvent d'état, donc c'est-à-dire être, paraître, sembler, avoir l'air. Donc, si je dis « il est gentil », gentil se rapporte à « il » et est séparé, l'adjectif gentil est séparé de son sujet par un verbe en plus d'état, donc on est bien face à l'attribut du sujet. Des petites questions pour la gestion du temps pendant l'épreuve, est-ce que tu en as? Gestion, oui, c'est moi qui vais vous poser des questions. Des conseils par rapport à la gestion du temps. En fait, vous vous êtes entraîné plusieurs fois et c'est à vous de voir comment vous vous débrouillez. Vous regardez le nombre de questions, vous regardez le nombre de points, vous regardez le nombre d'arguments que vous allez donner et vous regardez aussi maintenant les questions de grammaire. Là, je pense que ça sera comme ça demain, mais c'est ce qui est passé c'est ce qui s'est passé à Pondichéry et Washington. Vous avez d'abord les questions de grammaire et ensuite les questions textuelles. Donc faites bien attention à ne pas prendre trop de temps sur la grammaire au début et ensuite pas avoir de temps pour le textuel par exemple. Mais surtout, plus que la gestion du temps, regardez bien les nombres de points qui sont accordés aux questions, notamment aussi sur la réécriture. Si c'est sur 10 points et que vous voyez que vous avez trouvé que 3 éléments à changer, 3 groupes de mots, ça voudrait dire que, si vous aviez raison, les groupes de mots voudraient tous 3,3 points. Ça, a priori, c'est pas faisable. Donc si c'est sur 10 points, cherchez plutôt 5 éléments à modifier ou 2 ou 4 éléments à modifier pour que chaque élément à modifier soit sur 2,5, soit sur 2 points, par exemple. Super. On a vu COD, COI tout à l'heure. On peut faire un petit rappel sur le COS. Complément d'objet second, le COS. En fait, c'est super simple. Le COS est le plus souvent un COI. Et en fait, on l'appelle plus COI, on l'appelle complément d'objet second parce que il vient après un autre complément du verbe. Donc, par exemple, je donne un cadeau à mon ami. Je donne quoi? Un cadeau, COD, mais on a un autre complément qui vient derrière. Je le donne à qui? À un ami. Donc en fait, on est face à un COI, mais qui est complément d'objet second parce que c'est le deuxième complément du verbe. Tout bonnement. Ok. CES, CSES, CC apostrophe EST. Ok. Ils sont tous en train de crier ça. CCES,
S-E-S ou C'-E-S-T. Alors, oui, bon, en fait, c'est pas trop compliqué. Vous essayerez de vous en rappeler. Si demain, vous voyez une phrase, il parle de ses chats. Vous allez vous demander, est-ce qu'on est face à un adjectif possessif, donc à quelque chose qui fait référence à la possession? Ben là déjà, vous pouvez répondre, ben oui, complètement, ces chats, c'est les siens, donc on est adjectif possessif, donc S-E-S. Mais si ça ne vous suffit pas comme élément, ça, de vous poser la question du sens, vous pouvez vous demander si vous pouvez le remplacer par mais. Si vous pouvez le remplacer par mais, qui marque la possession mais de la première personne et qui du coup n'est plus un homophone de C-E-S, il ne se prononce plus pareil. Si vous pouvez le remplacer par mais, vous êtes bien en effet face à un adjectif possessif. Donc qui dit adjectif possessif dit qu'on l'écrit S-E-S. Par contre, si vous ne pouvez pas le remplacer par exemple par mais, vous serez soit face à C'-E-S-T, soit face à C-E-S. Donc on va pareil, essayer de se demander qu'est-ce que c'est qu'on a devant nous. Par exemple, si c'est la personne dont je te parlais, je vais me demander est-ce que c'est C'-E-S-T. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'est C' plus le verbe être. Mais je suis pas sûre parce que ça se prononce pareil que les autres S-E-S. Mais en fait, on va essayer de mettre notre verbe être pour savoir si c'est bien ce fameux verbe être au passé. Donc je pourrais dire c'était la personne dont je te parlais. Donc puisque je peux mettre en effet mon verbe à l'imparfait et qu'on est bien face au verbe être, je suis bien face à C où il y a un verbe être, donc C'-EST. Et par élimination, si c'est ni l'un ni l'autre des deux choses, ni l'une ni l'autre des deux choses que je viens de vous dire, ça sera CES qui fait souvent référence à quelque chose qu'on peut montrer. J'aime bien ces chaussures, je vais montrer celle-là, ou je viens d'en parler avant, par exemple, voilà, quelque chose dont je viens de parler avant. Pardon, ça commence à fatiguer. T'as encore d'autres choses? On peut prendre une petite dernière question. Il nous parle beaucoup du temps du récit. On a déjà parlé de ça, temps du récit, on en a parlé un peu vite fait. Donc si tu as autre chose, n'hésitez pas à regarder en replay ce qu'on a fait et à pardonner mon coup de speed au début du live où je me suis dit on va avoir 20 000 questions. Non, mais écoute, on en a beaucoup. On fait le tri. Mais temps du récit, simplement pensez bien que ça sera imparfait et passé simple et que quelque chose qu'on n'a pas dit et qui peut être intéressant, c'est qu'en fait, souvent on dit imparfait, passé simple, mais on a deux temps composés qui fonctionnent avec ces temps. Donc imparfait va fonctionner avec le plus que parfait. Donc vous savez qu'en fait, c'est quand on aura un temps composé dont l'auxiliaire sera conjugué à l'imparfait. Et avec le passé simple, on aura le passé antérieur, donc un temps composé dont l'auxiliaire sera conjugué au passé antérieur. Donc pour le plus que parfait, autant j'aurais il mangeait à l'imparfait, j'aurais il avait mangé au plus que parfait. Et autant futur passé simple, je mangeais ou j'eus mangé pour le passé antérieur. Super. Et on va prendre une dernière question qui concerne l'autobiographie. C'est une question un peu large, c'est est-ce que tu peux définir un petit peu l'autobiographie, s'il te plaît? L'autobiographie, très bien. Alors l'autobiographie, certains critiques littéraires ont tendance à en faire un genre littéraire comme le roman, le théâtre, l'essai. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'on a bien... Souvent, on définit les genres selon la posture de la personne qui parle. Donc, dans un récit, la personne qui parle est un narrateur. Au théâtre, les personnes qui parlent sont les personnages. À l'essai, la personne qui parle est souvent l'auteur qui défend sa posture. Mais dans l'autobiographie, c'est l'auteur, mais qui est à la fois l'auteur, le narrateur et le personnage. C'est ça qui nous intéresse, parce que c'est quelqu'un qui va raconter sa vie. Autobiographie, auto de soi-même, bio qu'on vous retrouvez dans biologie, la vie, et graphie que vous retrouvez dans orthographe, l'écriture. Donc c'est l'écriture de sa vie par soi-même. Donc c'est par exemple si moi je vais après ce live commencer à écrire ma vie dans l'idée de publier ma vie et je vais parler de moi et de ce qui m'est arrivé dans le passé. Ça se détache du journal intime dans la mesure où le journal intime c'est plutôt quelque chose qui va être une activité de tous les jours, tandis que qui va s'étendre sur un certain laps de temps, tandis que l'autobiographie, je peux décider de parler de ma petite enfance, rien dire sur mon adolescence et puis parler de ma vie adulte par exemple. Ok, ça marche. Ça marche, allez. Une phrase complexe?
Une phrase complexe. Dire là-dessus. La phrase complexe tout à l'heure, quand j'étais méga speed et que j'ai fait un petit topo sur les propositions, je vous ai dit qu'en fait, dans une phrase, on aura des verbes conjugués. Et ces verbes conjugués, s'il y en a plusieurs, ça fera qu'il y a une phrase complexe. Donc si je dis « je parle français », il n'y a qu'un verbe conjugué, donc phrase simple. Par contre, si je dis « je parle français » et je sais lire l'anglais », on a bien deux verbes conjugués, donc au sein d'une même phrase, donc une phrase complexe. Nickel. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce live. C'est un petit peu du sport. Mais je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite bien du courage demain. Faites bien attention à tout ce qui est relecture. Et n'hésitez pas à rester aussi pour le live d'histoire qui vient après, si je ne me trompe pas, avec Vanessa. Et encore bien du courage. On se retrouve pour le corrigé demain.